Imagine, tu casses ta voiture, tu as un petit accident, elle a un petit choc, tu as un petit bout qui s'en va à l'avant. Et au lieu de refaire tout l'avant, tu mets un petit bout de scotch. Dès que tu vas rouler à 130, avec le vent, ça va se barrer. C'est le même principe. Tu vas à la salle avec une blessure, si tu reforces dessus, tu roules à 130, et ben ça va se barrer de nouveau avec ton scotch. Non, il faut que tu refasses tout. Donc c'est la même chose pour refaire la carrosserie. Et donc, en fait, il faut partir du principe très simple. Si tu restes sans rien faire dans ton canapé, il va y avoir une cicatrisation qui va se faire. Mais cette cicatrisation des tissus qui ont été lésés, elle va être complètement désorganisée. Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Ici, je t'aide à comprendre ton corps, à mieux bouger, à penser autrement et à remettre du bon sens dans tout ce bordel. Je suis Yann Corbet, coach et formateur, passionné de mouvement, de santé et de liberté. Ici, pas de blabla marketing, pas de recettes miracles, juste des idées, des expériences et des pistes concrètes pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ton corps et sur ta vie. Bonjour cher auditeur, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet essentiel pour ta longévité, d'un piège fréquent quand on pense être réparé, oui, réparé d'une blessure plus spécifiquement, de mon avis très personnel sur l'intelligence artificielle, et comme toujours, je te partage un peu de mon quotidien, et oui, bon, je vais te spoiler un petit peu, j'ai pas très bien dormi cette semaine, mais on va en parler aujourd'hui. C'est parti pour la première rubrique, corps en conscience. Oui, j'ai décidé de changer l'ordre des rubriques. C'est vrai qu'on est sur un podcast plutôt orienté fitness, santé. Bon, ça va un peu plus de soi finalement que je parle du côté corps en conscience en début de podcast plutôt qu'à la fin. Oui, je viens de me dire ça ce matin en me réveillant. Je me suis dit, bon, ce serait peut-être un peu plus logique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ami à moi, je tairai son nom, Fabien, qui reprend l'entraînement sur une ancienne blessure. Donc, bon, écoute, Fabien, on en a déjà parlé en privé. Il écoute pas ce podcast, je pense. Peut-être qu'un jour il écoutera, mais je pense pas qu'il écoute. Euh, il s'est blessé. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Il y a un mois, je suis retourné en France, un peu plus d'un mois maintenant. Et, euh, et puis, on s'est entraîné ensemble. On était à la salle. Il m'a suivi sur une séance un peu orientée calisthénie. Tout se passait bien. Puis à la fin, on va quand même au poulie, tu vois. On va au câble. Et on travaille un peu les abdos, tu vois, au câble. Et des crunchs à la poulie haute. Et bref, tu vois, je mets ma charge parce que je suis adapté, je suis habitué, tout ça. Vient son tour, sauf que lui, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il s'était pas entraîné, parce que je crois qu'il avait eu un problème d'asthme, quelque chose comme ça. Euh, et bref, donc il se met sous la machine, il change pas le poids. Et je lui dis, mais tu changes pas la charge, t'as jamais fait le mouvement. Il me dit, non, non, t'inquiète, je vais essayer, je vais essayer. Et ben, ça a pas manqué, le lendemain, il pouvait plus bouger, le bougre. Il avait mal aux côtes. Je crois qu'il s'est pété une côte, il s'est fêlé une côte en faisant des abdos, quoi. Déjà, quand vous entraînez avec un pote, parce que là, j'étais pas en mode coaching, moi j'étais en mode je m'entraîne, et je m'entraîne avec mon pote. C'est différent. Quand je coach, c'est différent que quand je m'entraîne avec quelqu'un. C'est pas pareil. Et donc, bref, il a pas adapté la charge. Peut-être qu'aussi la charge d'entraînement était trop élevée pour lui, par rapport à tout ce qu'on a fait. Et c'est pas aussi pour ça que c'est important d'avoir un programme personnalisé quand vous vous entraînez, un entraînement fait pour vous. Par exemple, si vous allez courir avec quelqu'un, vous allez courir, ça c'est vraiment typique, vous allez courir avec quelqu'un, et celui qui a l'habitude de courir, il impose le rythme. Mais vous allez tuer votre pote. Si vous le faites une fois, ça va encore. Au moins, ça lui montre qui c'est le patron. mais, mais si vous faites ça de manière régulière, celui qui a le niveau le plus faible, il y a des grandes chances qu'il se blesse. Bon, là, ça n'a pas manqué, ça a pris une séance. Bon, désolé Fabien. Donc voilà, il s'est un peu fait mal aux côtes. Bref, au bout d'un mois, sa côte va mieux. Bon, je lui avais déjà envoyé quelques exercices. Surtout qu'en plus, moi, j'avais une petite gêne, je l'avais dit la semaine dernière, d'ailleurs, qui va beaucoup mieux parce que j'ai travaillé dessus. J'ai plus rien, j'ai plus de douleur. Donc une petite gêne, pareil, insertion, ça devait être l'insertion oblique, ça touchait une côte. C'est assez difficile à situer quand tu as une douleur aux côtes. C'est pas un point précis, tu vois, c'est un peu diffus, ça vient que sur certains mouvements, c'est dur à situer, enfin vraiment c'est assez compliqué, mais il faut quand même essayer de trouver sur quel tissu était lésé pour travailler dessus.
en actif, et pas juste attendre, pas juste faire des massages, faire des trucs comme ça va rien faire du tout, tu vas rien améliorer du tout. Donc, ce qui s'est passé, donc il attend un peu, il a plus mal. Ok, donc une personne normale, qui n'est, ça paraît très logique, je n'ai plus mal, donc c'est bon, je peux retourner m'entraîner. Donc il est retourné à la salle au bout d'un mois. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben en fin de séance, il y a la même douleur qui revient. Et peut-être en plus il est allé un peu tranquillement. Et il m'envoie ça, il me dit putain, ça me saoule, j'ai attendu, je sais pas comment faire. Et je lui dis, mais je lui envoie un vocal, je lui dis bon, euh, donc là tu me dis que tu es retourné à la salle au bout d'un mois. Je lui dis bon, est-ce que tu as fait les quelques exercices que je t'avais fait? Euh, je pense que comme tu me dis ça, si jamais tu n'as rien fait, si jamais tu n'as pas réhabitué tes tissus conjonctifs, en gros, il faut partir du principe que quand tu te blesses, tu as une lésion, donc en tout cas des tissus conjonctifs et contractiles aussi au niveau musculaire, souvent. Donc il y a une perte de mobilité, une perte de capacité à résister à la contrainte et à produire de la force dans certaines amplitudes de mouvement spécifiques. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a rien fait durant un mois, il a juste attendu, et forcément, au bout d'un moment, t'as plus mal. T'as plus mal quand tu fais rien. Mais dès que tu reviens à la charge, enfin, à ton activité pour laquelle en plus tu t'es fait mal, bah, il y a des grandes chances, il y a très peu de chances que ça revienne à la normale, que ta douleur bah, revienne pas. Non, parce que ton corps, en fait, il reste quand même plus fragile qu'avant. En fait, c'est comme si bah, tu casses ta voiture. Imagine, tu casses ta voiture, tu as un petit accident, elle a un petit choc, et puis tu as un petit bout qui s'en va à l'avant. Et au lieu de refaire tout l'avant, tu mets un petit bout de scotch. Bah, dès que tu vas rouler à 130 avec le vent, ça va se barrer. C'est le même principe, hein. Tu vas à la salle avec une blessure, si tu reforces dessus, tu roules à 130, et ben ça va se barrer de nouveau avec ton scotch. Non, il faut que tu refasses tout. Donc c'est la même chose. Il faut refaire la carrosserie. Tu vois, donc là, c'est la même chose. Et donc, en fait, il faut partir du principe très simple. Si tu restes sans rien faire dans ton canapé et que t'attends, il va y avoir une cicatrisation qui va se faire. Mais cette cicatrisation des tissus qui ont été lésés, elle va être complètement désorganisée. C'est-à-dire que tes fibres de collagène, donc c'est vraiment ce qui permet la solidité de l'articulation, des ligaments, des tendons, etc. Tous, voilà, on a des petites. Tout est fait de fibres, on va dire. Ces fibres-là, si jamais tu ne leur indiques pas, que tu leur dis pas, bah, va falloir maintenant se renforcer avec des exercices spécifiques, de la force, et ben ce qui va se passer, c'est qu'elles vont cicatriser, mais de manière complètement désorganisée. Ça va être, ça va être un brouillon pas possible. Voilà. Alors que si tu mets une contrainte de force intelligente, progressive, eh bien, au début, oui, ça va titiller un petit peu durant l'entraînement, mais on reste toujours sur une règle des trois douleurs. Donc, il ne faut pas que tes mains à plus de 3 sur 10 durant l'effort. 3 sur 10, c'est l'échelle de la douleur. Il ne faut pas que tu ressentes de douleur à plus de 3 sur 10 sur cette zone-là durant l'effort. C'est normal que ça titille un tout petit peu, que tu sentes que ça tire sur cette zone, c'est même mieux. Ça veut dire qu'au moins tu travailles le bon endroit. Ensuite, il ne faut pas que tu aies plus de 3 sur 10 juste après la séance et pas plus de 3 sur 10 le lendemain. Parce que par exemple, si tu avais pas mal durant et juste après, mais que le lendemain en te réveillant, bah, tu peux plus marcher, oui, là c'est que tu y allé trop fort aussi. Donc il faudra réguler ça. Voilà, donc ça, on en a déjà parlé de comment mettre en place, c'est de l'isométrie, hein. Faut mettre en place des exercices isométriques, faut mettre en place des principes où il faut étirer un peu les tissus et les contracter dans cette amplitude-là. Donc ça, c'est important, de façon isométrique. Donc, c'est ce qu'il faut absolument faire euh, avant de reprendre comme lorsqu'on faisait avant n'importe quelle blessure, bah, c'est de recharger les tissus petit à petit. Voilà. Sinon, bah, vous êtes certain vraiment à 100% que ça va mal se passer, hein. Vraiment. C'est-à-dire que si c'est pas fait progressivement, si jamais d'ailleurs vous attendez un mois en mode ah mais c'est bon mon corps, tu sais on n'est pas dans Captain America, c'est pas tu te mets dans une capsule et hop tu ressors plus fort. C'est pas je reste dans mon canapé pendant un mois et je ressors plus fort, non. On est plus dans le principe, la vraie vie se rapproche plus du principe Dragon Ball Z que du principe Captain America, tu vois.
C'est plus, bah, faut que je m'entraîne. Parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bon, sans aller dans l'extrême, sinon bah, tu vas péter un câble. Enfin, ton corps va péter un câble et tu vas te blesser. Mais ouais, c'est un peu poussé à l'extrême. Dragon Ball Z, il n'y a jamais de blessure quand ils s'entraînent. Les gars, ils font que surcompenser, ils progressent, ils progressent. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Faut être un peu plus intelligent, un peu plus rigoureux, un peu plus précis. Voilà, donc c'est le danger de l'accumulation, également de compensation qui peut arriver. C'est-à-dire que, imaginons, notamment sur d'autres activités physiques, je ne vais pas dire sport parce que la musculation, je ne peux pas appeler ça un sport selon la définition d'un sport. C'est une activité physique. Par contre, si tu fais un sport, quelque chose de plutôt on va dire, précis, avec des règles, etc. Par exemple, la natation. Imaginons que tu fais de la natation. Imaginons que tu fasses de la natation. On va essayer de parler bien. Euh, tu as une douleur, par exemple, à l'épaule lorsque tu nages en crawl, la nage libre. Donc tu as mal lorsque tu nages comme ça. Et pour compenser, bah, tu vas commencer à ouvrir le bras différemment. Ta godille va être un peu différente. Et là, tu auras plus mal. Mais donc, tu vas compenser sur le mouvement. Et donc, tu vas commencer à déformer ton mouvement, donc ta technique. Donc, déjà, tu vas peut-être avancer moins bien, etc. Au lieu de t'occuper directement du problème direct, de fond, qui vient de l'épaule, et peut-être même de plus profond, peut-être c'est un problème posturologique. Euh, donc voilà, donc c'est important d'attaquer à chaque fois le problème à la source. Très important. Pareil, imaginons, t'as mal à la hanche quand tu cours. Donc au lieu de prendre le problème à la source, de te dire ah bah faut peut-être que je travaille ma mobilité, faut peut-être que j'aille voir un posturologue, peut-être que j'aille voir un kiné posturologue, le combo parfait. Ou un podologue posturologue. Ouais, ça on y reviendra. Faudrait que je fasse un épisode spécial sur la posturologie, vraiment que je vous explique qu'on met le service au service, euh, on met notre pratique principale, que ce soit kiné, ostéo, médecine générale, orthoptiste, euh, dentiste, occluso-odontologie ça s'appelle, coach sportif, peu importe notre pratique, l'intérêt, quand on fait de la posturologie, c'est de mettre notre pratique principale au service de la posturologie. Et de tout mettre par rapport à ça. Bah, j'ai fait une digression. Mais donc, danger d'accumulation. Si par exemple tu as mal à la hanche en marchant, en courant, hop, tu vas déformer ta marche. Mais si tu continues de marcher, ça va pas s'améliorer. C'est comme mettre un petit pansement, mais ça va pas durer longtemps. Donc, faut plutôt maintenir une démarche normale pour ne pas créer d'autres compensations, d'autres douleurs dans d'autres parties du corps et s'occuper au fond du problème. Voilà, reprogrammation posturale, recalibration, on peut aussi appeler ça. Waouh, bon, je pense pas que vous entendez, mais il y a mon voisin qui se rase. Il tape son rasoir contre son lavabo, le classique du daron. Il manque plus que les gros. Comment ça s'appelle là quand tu galvanises, je crois que ça s'appelle. Je suis plus sûr, tu sais, quand tu fais le dans la gorge. Bref. Donc voilà, donc ça c'était la petite partie sur Fabien, c'était assez court, la partie corps en conscience, mais c'est pour que vous compreniez, c'est très important. On part vraiment du principe que on a des fondations au début. Si les fondations sont pas bonnes, mais ça va jamais fonctionner. On ne peut pas traiter que des symptômes. Faut traiter des causes. Tu vois. Donc, si par exemple, hmm, imaginons, tu as une jambe courte. T'as une jambe courte. Quand je dis une jambe courte, c'est ILMI, c'est inégalité de longueur de membre inférieur. Ce principe de jambe courte, ça arrive à pas mal de personnes. Alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est une personne sur trois environ qui a une jambe un peu plus courte que l'autre. Alors attention, c'est pas non plus 3 cm, c'est quelques millimètres. Ça peut aller de. Mais en fait, à partir de 3 millimètres, ça peut gêner dans la vie de tous les jours. En dessous de 3 millimètres, ça gêne que dans l'activité sportive. Par exemple, quelqu'un qui a jamais mal, bon, attention, parce que là, faut pas griller les étapes. Mais je te fais allez, c'était pas prévu, mais je te parle un petit peu de posturologie.
lorsque tu fais une recalibration posturale, celui qui te fait le bilan postural, il va déjà commencer par regarder ta statique. Il va regarder vraiment tout ton corps dans tous les plans de l'espace. Il va voir si tu n'as pas une bascule d'épaule. Il va voir si tu n'as pas une épaule plus basse que l'autre. Il va voir si tu n'as pas une bascule de bassin. Voilà. Ensuite, il va regarder. Déjà, avant ça, il te regarde sur le plan sagittal, donc de profil. Il regarde ton plan scapulaire. Est-ce que tu n'es pas penché vers l'avant? Est-ce que tu n'es pas penché vers l'arrière? Tu vois? Donc là, tu vois, déjà, je t'ai parlé du plan frontal, du plan sagittal, donc profil. Et ensuite, il y a le plan horizontal. Donc, il va te regarder d'en haut, du dessus. Il va regarder si ton bassin, il va pas tourner un peu, il va pas aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Euh, il va regarder aussi au niveau des épaules, ça va pas vers l'avant, vers l'arrière. Il va regarder tes yeux, s'il n'y a pas une latérocolie par rapport à la mâchoire, etc. Euh, voilà, on regarde tout ça. On regarde déjà toute la statique. Ça va nous permettre de faire des corrélations par la suite dans tout ce qu'on va analyser. Suite à ça, on va analyser tes yeux. On va regarder les yeux. Le pied, pardon. Attends. Oui, c'est ça. Attends, j'ai pas mon anti-sèche devant moi. Mais en gros, peu importe. Donc, de toute façon, les deux capteurs principaux, c'est le pied et l'œil. Donc, il va falloir regarder les deux en premier. Donc, tu regardes le pied. Ouais, c'est ça, c'est le pied en premier. Donc, tu regardes le pied. Tu regardes déjà s'il y a une corrélation avec sa statique. Donc tu peux voir s'il n'a pas le pied qui va un peu trop vers l'intérieur. Donc valgus, pied plat même dans le pire des cas. Tu vois, le pied plat, vraiment, c'est plat, plat. Il n'y a aucune voûte plantaire, il n'y a aucune arche, il n'y a pas d'arche plantaire, je veux dire. C'est vraiment pas la meilleure des... la meilleure des... Bon, après, il y a aussi certainement une cause génétique, parce que dans certaines ethnies, t'as des gens qui ont beaucoup les pieds plats. Bon, ça n'a pas l'air de les déranger, ils n'ont pas de douleur pour autant. Parce qu'ils ont peut-être un corps très adapté par rapport à ça. Le problème, c'est ça, c'est que des fois, il y a des gens, ils vont avoir le pied plat, mais ils vont avoir un haut du corps, un dos, qui ressemble à un dos qu'on a normalement quand on a un pied varus, par exemple. Tu vois. Et donc, si le corps n'arrive pas à s'adapter au pied, eh ben, on va avoir des problèmes de douleur, problèmes de douleur au dos. Tu vois. Ensuite, on va parler, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport au pied, mais donc en fait, il faut réussir à traiter le pied dans ce cas-là. Et des fois, on va aussi avoir l'œil. Parce que l'œil, c'est important de comprendre que l'œil, il a différentes fonctions. Tu vois. Déjà, si jamais tu as une correction, il faut déjà que tes verres ils soient bien centrés. Ça arrive qu'il y ait eu un travail pas terrible, c'est-à-dire que au niveau des lunettes, euh, ta correction soit pas bien centrée. Au lieu d'être bien centré, bah, ça part un peu vers la gauche, ça part un peu vers la droite, donc forcément, ça peut pas aller au niveau de l'œil. Euh, Sachant qu'aussi, par rapport à cette correction-là, il faudrait que ton œil, enfin tes deux yeux du coup, il y ait une bonne binocularité. Que tu arrives vraiment à avoir une bonne perception de ce que tu vois, donc entre les deux yeux. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas une bonne binocularité, conduire la nuit, ça va être compliqué. Si jamais tu connais quelqu'un, moi ma mère par exemple est comme ça, il faudrait que je la teste là-dessus. Binocularité, quelqu'un dès qu'il y a des phares la nuit, il panique. Ça, c'est les gens, faut qu'ils aillent se faire, aller voir un orthoptiste. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'hétérophorie, ésophorie, donc ça, c'est tout ce qui est synchronisation entre les deux yeux. Bon, bref, voilà, c'est du détail, mais enfin, c'est pas du détail, mais c'est technique plutôt. Les hauteurs aussi, bon, ça, c'est le même principe que hétérophorie et exophorie, mais sur les hauteurs, donc hyper hypophorie. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vraiment, je te dis de mémoire. Attends, j'ai peur d'oublier un truc. Je crois que j'ai tout dit. Mais voilà. Ah oui, la convergence. J'ai oublié la convergence. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Il faut que les deux yeux, il faut que tu arrives à loucher concrètement. J'essaye de vulgariser le plus possible, mais il faut que tu arrives à loucher. Et tu vois, il suffit qu'il manque un truc dans tout ce que je t'ai dit, et ça peut empiéter. Du coup, ça veut dire que tu as un capteur défaillant, l'œil. Il suffit que le pied soit défaillant aussi. Ah bah là, ça m'étonnerait pas que tu aies des douleurs, tu vois. Et il y a beaucoup, on se rend compte que même dès l'enfance, il y a beaucoup de petits, pour ne pas dire la majorité des petits, qui ont déjà au moins un capteur défaillant, au moins un. Et avec l'âge, en fait, c'est aussi pour ça les douleurs apparaissent après 25 ans, 30 ans, ça commence à apparaître petit à petit, parce qu'il y avait déjà des capteurs défaillants, mais avec le temps, bah, en fait, le corps n'arrive plus à s'adapter par rapport à ces capteurs-là, et le corps part complètement en vrille.
Donc oui, il y a des rotations de bassin, il y a une bascule d'épaule, etc. Et donc, ensuite à ça également, oui, bon, il n'y a pas que ça à traiter, il y a aussi les, euh, les blocages hors système. Donc faut voir s'il n'y a pas euh, un un petit problème au niveau du coccyx, du pubis, au niveau du péroné, au niveau de la première côte aussi. Voilà, il y a quatre, quatre articulations qui n'ont pas vraiment comment dire, d'action, enfin plutôt les bras de levier vont avoir du mal à les remettre en place, même si tu recalibres bien posturalement. En fait, comme eux ils sont figés, ces articulations-là, va falloir faire une petite manipulation que tu peux faire tout seul, c'est l'avantage. Voilà, t'as même pas besoin d'être ostéopathe pour le faire. Moi je peux le faire faire à mes clients, et pas de souci, j'arrive à leur faire faire. Même eux-mêmes, tu vois, sans les toucher. Donc là, c'est bonheur. Et c'est aussi ça le principe de l'ostéopathie, c'est qu'il te redonne de la mobilité, mais je te dis bien, regarde, c'est un peu de la connerie de l'ostéopathie s'il n'y a pas de posturologie derrière. C'est-à-dire que si tu remets, donc tu fais craquer les articulations, ça sert à quoi? Ça sert à redonner de la mobilité. Parce que forcément, quand tu t'es mis dans un mauvais schéma moteur, donc tu te déplaces mal, tu es tordu, bah forcément, au bout d'un moment, tes articulations, tes fascias, tout ça, ça se fige. Ça se fige. Euh, et donc tu vas chez l'ostéo parce que tu te sens coincé, hop, il te débloque tout ça. Mais hop, en quelques jours, tu te remets déjà dans un mauvais schéma et hop, ça va se rebloquer. Bah oui, parce que tu marches de travers, parce que tu as les yeux pourris, tu as les pieds pourris. Peut-être, j'ai pas parlé aussi, mais il y a la peau. Donc si par exemple ta peau, elle est pas carrée, donc quand je dis elle est pas carrée, c'est-à-dire que tu as une cicatrice défaillante, enfin pathologique, ça va être un problème. Et puis il y a aussi l'appareillement ducteur. Voilà, donc là voilà, j'ai dit les quatre. Et les yeux, le pied, appareillement ducteur. Donc appareillement ducteur, c'est la mâchoire, hein. Enfin pas que la mâchoire, mais on va dire la bouche en général. Donc si par exemple t'as pas une bonne occlusion, occlusion c'est le fait de bien, toi quand tu fermes la bouche, alors normalement les dents ne se touchent jamais déjà, tu vois. Euh, Important. En fait, c'est ça en fait. Je pars un peu dans tous les sens, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Et normalement, tu suis un protocole. Moi, quand je fais un bilan, j'ai ma petite feuille avec moi, j'ai ma feuille de route, on va dire, de mon bilan. Et je teste tout dans l'ordre. C'est important de suivre le protocole dans l'ordre. Parce que si par exemple, tu vas calculer une jambe courte, tu essayes de voir si la personne elle a pas une jambe courte, alors que t'as pas testé s'il y avait un problème au niveau des yeux, si t'as pas traité l'œil, si t'as pas traité le pied, si t'as pas traité la peau, si t'as pas traité bon, l'appareillement ducteur également, si jamais vraiment il y a un problème là-dessus au niveau d'occlusion. Si t'as pas testé ces quatre-là, ces quatre premiers, bah c'est un peu bizarre d'aller regarder la jambe courte, parce que en fait les autres avant peuvent être la cause. Et donc c'est aussi ça qui est un peu con, c'est-à-dire des fois on va mettre une petite talonnette à quelqu'un qui a l'air d'avoir une jambe courte, alors qu'il aurait suffi de traiter ses yeux, tu vois. Et c'est ça, hein. C'est un peu parce qu'en fait il se tenait pas droit parce que on avait l'impression qu'il avait une jambe courte parce que ses pieds compensaient par rapport aux yeux et que ses yeux donnaient une mauvaise information. Voilà. Donc une fois qu'on a traité tout ça, et des fois c'est l'inverse, des fois tu as l'impression qu'il n'y a pas de jambe courte parce que le corps compense très bien, le corps compense hyper bien par rapport. En fait, il est équilibré dans son déséquilibre, c'est ce qu'on dit. Et donc le corps va compenser, et donc tu as l'impression que tu n'as pas de jambe courte, mais hop, tu vas traiter l'œil, tu vas le remettre bien dans son axe, et puis bien converger, enfin voilà, tu vas faire tout ce qu'il faut. Également, tu vas traiter au niveau du pied, tu vas traiter la peau, tu vas traiter l'appareillement ducteur, donc tu vas faire un Henken test. Bref, Henken, c'est pas la bière. Ah, quoique si, je crois qu'au début, ils faisaient ce test-là avec une canette dans la bouche, je pensais qu'ils l'appelaient comme ça. Mais maintenant, on fait pas ça comme ça. On met un mouchoir dans la bouche. Euh, donc voilà, donc je sais que ça peut paraître un peu technique, j'espère que je t'ai pas perdu si je te parle de tout ça là, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Et donc, oui, si jamais l'ILMI, donc l'inégalité de longueur de membre inférieur, il y en a pas, mais que tu mets en place tous les traitements sur tous les capteurs que je viens de te citer, et elle peut apparaître après. Elle peut apparaître juste après ça, hop, ça se met en place.
j'essaierai d'inviter des praticiens qui pratiquent depuis bien plus longtemps que moi, des formateurs, des choses comme ça. Faudrait que je les invite. J'en ai invité un, mais il était assez occupé, donc je sais pas si ça se fera. Et, et voilà, pour qu'on arrive à parler de tout ça. Après, je sais que quand tu es dans le milieu depuis des années, tu as tendance à utiliser du vocabulaire qui, à toi, te paraît comme fluide et comme allant de soi, alors qu'en réalité, il y a du vocabulaire assez complexe. Tu vois, donc là, j'arrive encore à m'en rendre compte parce que ça fait pas non plus hyper longtemps que je suis dans la posturologie, mais j'ai peur qu'après, ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, tu vois. Le syndrome de l'expert, c'est ce qui arrive à par exemple, un sportif de haut niveau. Tu demandes à un sportif olympique demande à Florent Manodou comment nager. Il va t'apprendre très mal, je pense, parce que pour lui, c'est comme ça va de soi, tu vois. C'est la même chose avec tous les domaines. Moi, si je parle de mécanique avec mon père, je comprends rien, parce qu'il va me sortir du vocabulaire toutes les 5 secondes, je vais rien comprendre. C'est la même chose pour tous les domaines, donc j'essaye de vulgariser le plus possible. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a peut-être des mots que je vais dire, pour moi ça va de soi, mais peut-être pas pour toi. Donc, bref, on passe à la suite. Ah oui, avant de passer, euh, avant de passer à la partie. Ah non, attends, j'allais passer à la partie analyse, mais il me reste un autre truc. Je voulais te parler du sommeil. Enfin, je voulais parler du cheat code pour vivre jusqu'à 100 ans. Et oui, oh là 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 là. Bon, avant de parler de ce cheat code pour vivre jusqu'à 100 ans, t'as envie d'être centenaire ou pas? Et attention, centenaire en mode pleine forme, tu vois, pas en mode légumes. Attention. On met la barre haute. Parce que si t'es centenaire mais que t'as passé 20 ans dans un EHPAD, ça compte pas. C'est dommage. C'est dommage. Après, peut-être il y en a qui kiffent hein, l'EHPAD. Regarder la télé toute la journée, c'est sympa aussi. Je pense pas. Donc, appel à l'action, petit appel à l'action. Je me suis fait une petite note là-dessus, oui, parce qu'il fallait que je vous le rappelle. Comment ça se fait? Bon, si, ça c'est bien. Vous êtes 100. Vous êtes 100 aujourd'hui. Tiens, je vais regarder tout de suite là en direct. Hier, j'ai regardé, on était 96 à avoir téléchargé, enfin, à avoir souscrit à la routine senior. Routine senior, donc je vous avais expliqué ce que c'était. C'est ce qui permet de retrouver de la mobilité, de sentir mieux dans son corps, de mieux dormir. Et ça va être en lien avec ce dont je vais vous expliquer juste après. Ça s'ouvre. Et on est 99, on n'est même pas 100. Aujourd'hui, on est 99. 99 personnes qui ont souscrit à la routine indispensable pour les seniors. Et donc, je pense que ça vous plaît. Alors, j'ai fait un questionnaire. Tous ceux qui l'ont, le questionnaire, vous l'avez dans la formation quand vous le téléchargez. Je vais vous remettre le lien là. C'est gratuit, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes aussi, je pense. Les rats, les ratus. Donc, vous kiffez, je pense. Faites-la sur vous-même déjà pour tester. Vous allez voir une différence sur votre sommeil. Euh, Faites surtout sur la partie bercement. Également pour la partie réinitialisation, ça va beaucoup vous aider pour la partie mobilité, comment se mouvoir. Mais attention, ça c'est une routine qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours. Mais là, je vous dis tous les jours, mais c'est une routine, ça vous prend quoi? 15 minutes par jour. Le mouvement, c'est vital, hein. C'est pas un truc que je prends comme ça à la carte. Non, c'est menu du jour, tous les jours. Tous les jours, la routine indispensable pour les seniors. Donc, il va falloir vous souscrire à cette routine-là. Autre chose, je vais vous tirer les oreilles. Donc, une fois que vous avez fait la routine, oui, mettez-moi un petit. Répondez au questionnaire, je vous demande que ça. Je vous offre une pépite. Prenez le temps au moins de me dire faire un ressenti, me dire comment vous vous sentez. Hein, prenez le temps, faites pas les rats, s'il vous plaît. Hein, faites pas les. Me prenez pas et je suis pas. Hein, on est où là? Vraiment, faut valoriser un petit peu. Donc, et attention, cette formation, enfin, pas plus une formation, cette routine est gratuite uniquement jusqu'au 31 mai. Après, je sais pas ce que je ferai. Est-ce que je l'enlèverai? Est-ce que je la mettrai payante? Je verrai. Mais pour l'instant, profitez, c'est gratuit. Et là, au moment de ce podcast, nous sommes le 17 mai 2025. Donc il vous reste une quinzaine de jours pour en profiter.
Donc, et pour terminer sur le petit tirage d'oreille, je vois les chiffres. Je vois les chiffres. Je vois que ça monte sur le podcast. Il y a plus d'écoute. Il y a plus d'abonnés. Ça s'abonne. Pourquoi vous mettez pas de notes? Pourquoi il n'y a pas de notes? Mettez une petite note. Hein, si tu veux me soutenir, hein, vous voulez me soutenir, donc simplement, vous allez en haut du podcast, là, à l'accueil du podcast, et vous mettez, il y a un petit 3 points, je sais pas, c'est sur Apple Podcast, vous pouvez même mettre un petit commentaire. Donc, et puis vous mettez 5 étoiles donc, sur Spotify, ou même si c'est sur YouTube que tu écoutes. Bon, sur YouTube, il n'y a presque personne, mais il y a plus de monde sur Spotify. Donc, petit 5 étoiles. Apple Podcast, pareil. Et franchement, moi, ça m'aide beaucoup. M'aide beaucoup. Ça va aider à valoriser ce podcast. Et si vous vous aidez à valoriser ce podcast, eh ben, vous allez avoir encore plus de podcasts, plus d'épisodes. Ben oui. Parce que si ça marche, moi, ça va me mettre une déterre. Ah là, je vais faire de l'insomnie. Là, je vais plus dormir. Je vais faire, je vais faire une radio. Je vais ouvrir une radio. Ça permet surtout de découvrir le podcast. Faites découvrir le podcast, ça va aider d'autres personnes. C'est ça l'important. Voilà, donc allez, on va reprendre l'épisode. C'est parti pour le cheat code pour vivre jusqu'à 100 ans. Les 3 piliers incontournables. J'avais déjà parlé des piliers incontournables à maintes reprises. J'en parle notamment dans un petit guide que j'ai mis en place sur mon Linktree aussi. Si jamais tu as envie de le télécharger, lui il est gratuit pour l'instant aussi. Je sais pas jusqu'à quand, j'ai pas mis de date précise, mais voilà. Donc 3 piliers incontournables, c'est quoi? C'est quoi les 3 piliers incontournables d'une bonne santé? Hmm. Qu'est-ce que c'est? Le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Et là, tu vas me dire, ah mais non, mais Yann, ça suffit pas, il faut aussi que tu prennes en compte le stress psycho-émotionnel, et puis il faut que tu prennes en compte aussi le microbiote, et puis la qualité de l'air, et puis l'exposition à la lumière, puis le rythme de vie, et l'environnement social aussi. Et oui, mais tu as raison, mais ça, ce sont des sous-piliers, on va dire. C'est-à-dire que ça, c'est le ciment qui permet en fait de faire les piliers principaux. Mais parce que le sommeil, forcément, un bon sommeil, ça découle de quoi? Bah, pas trop de stress psycho-émotionnel, un bon microbiote. Une bonne activité physique, ça découle de quoi? Bon, ça découle d'un bon sommeil. En fait, tout est lié, hein, tout est lié. L'alimentation, qu'est-ce que c'est une bonne alimentation? Bah oui, c'est avoir suffisamment de fibres, consommer des aliments enfin, un peu fermentés de temps en temps. Ouais, il y a pas mal de choses en fait qui sont liées. Et donc, si tu pars sur les 3 premiers piliers, les 3 piliers principaux, ça va être quoi? Le sommeil, l'activité physique, l'alimentation. Très important. Sommeil, activité physique, alimentation. Retiens bien ça. Alors j'exagère quand je dis vivre jusqu'à 100 ans, je pense qu'il y a une part génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bon, ils vont boire du Ricard, ils vont pas clamser avant 90 ans, tu vois. Et t'en as d'autres, bah bon, non, 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 non. Non, pour moi, franchement, de ce que j'observe, quand même, tous je suis désolé, ceux qui décèdent entre 70 et 80 ans, bon, pas toujours, mais dans la majorité des cas, c'est que l'hygiène de vie était pas optimale, quand même. Soit ça buvait pas mal d'alcool, soit il y avait un manque d'activité physique, soit l'alimentation était pas top, soit il y avait un manque de sommeil, soit ça fumait, tu vois. J'ai entendu il y a pas longtemps dans un autre podcast une théorie comme quoi, à partir de 70 ans, c'était du bonus, qu'on n'était pas fait pour vivre plus de 70 ans, tu vois. Et qu'en fait, grâce à la médecine, grâce à ce qu'on faisait, après 70 ans, en fait, c'était vraiment bonus, quoi. Nous estimons heureux de vivre. Bah, c'est une vie, moi je trouve que c'est une vision positive de voir les choses. C'est-à-dire que oui, on a bien vécu 70 ans, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut se laisser mourir, tu vois. Il faut quand même faire le max. Moi, j'aimerais bien vivre plus de 90 ans quand même. Ce serait sympa. Et avec toute ma tête, parce que si j'ai Alzheimer, bon, ça sert à rien. T'es musée Grévin après, c'était juste là, quoi. C'est pas très. Bon, même toi, on dit ouais, mais au moins t'es heureux. Ouais, il y en a où c'est vrai que ma grand-mère, elle avait la pêche, enfin. Elle était souriante, mais au bout d'un moment, bah, elle bougeait plus, hein. Enfin, quand t'as Alzheimer, l'esprit n'est plus là. Donc,
je reviens là-dessus. Sommeil, activité physique, alimentation. On va les revoir dans l'ordre. Et oui, aussi, on va parler du stress psycho-émotionnel parce que c'est des modulateurs à ne pas négliger. Donc, l'environnement social. L'environnement social, euh, là, on parle du cercle proche, les gens qui t'entourent. Faut pas que ça soit des gens angoissants qui te stressent. Sinon, il va falloir les voir un petit peu moins et essayer d'aller d'aller marcher un peu plus en nature parce que en fait, c'est ça en fait. À partir du moment où l'environnement social et le stress psycho-émotionnel va empiéter sur ton sommeil, eh bien, le sommeil va directement empiéter, le manque de sommeil va directement empiéter sur la régulation de tes émotions et donc sur le fait que tu vas moins bien manger, parce que du coup, tu vas être attiré vers des trucs plus réconfortants sur le court terme, des sucreries, des trucs comme ça qui ne vont pas du tout être bons pour toi. Tu vas te sentir encore plus fatigué et tu vas plus vouloir aller faire d'activité physique. Tu vas devenir feignant. Et tout ça, en fait, c'est tout un cercle vicieux. Et nous, on veut transformer ça en cercle vertueux. Et sur le long terme, il y a des choses à mettre en place, très simplement, qui font qu'on peut vivre longtemps. Mais pour ça, ouais, faut juste être conscient de tout ça. Donc, oui, la qualité de l'air si tu vis en ville, bon, ça déjà, c'est un petit truc en moins. Après, vivre en ville, ça permet aussi d'avoir un environnement social de choix. C'est-à-dire que, bon, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu peux changer très facilement. Et puis on est quand même des êtres sociaux, donc on a besoin de voir des gens. Après, bon, quand tu vis dans une très grande ville, style Paris, euh, bon, bon, c'est peut-être un peu trop gros pour vivre longtemps. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, peut-être un juste milieu. Vivre en ville, tu vois. Et après, le problème aussi, c'est que si tu vis reclus dans un bois et que tu es tout seul, peut-être qu'au niveau des fonctions cognitives, oui, de la stimulation cognitive, tu vas avoir un manque. C'est-à-dire que tu as besoin de parler aux gens pour être stimulé continuellement. Quelqu'un qui reste chez lui, qui ne parle à personne, euh, bon, il va y avoir un problème au niveau stimulation. Donc, faut qu'il y ait des échanges aussi là-dessus. Il faut apprendre des choses. Voilà, donc à partir quand on arrive à la retraite, il n'y a plus cette stimulation journalière qu'on avait au travail, que ce soit physique ou mentale. Donc, il faut se mettre à apprendre des nouvelles choses. Il faut se mettre à apprendre une nouvelle langue, à apprendre à faire de la musique, pourquoi pas. Une activité, fait de la poterie, fait du théâtre. Il faut faire un truc, faut faire quelque chose. Parce que sinon, là, il y a une déperdition. Moi, je vais te raconter. Quand j'étais petit, avec mes grands-parents et ma sœur, on allait le dimanche, quand mes parents nous faisaient garder, on allait, euh, on allait marcher. On allait marcher, on faisait des grandes promenades, vraiment des grandes promenades autour d'un lac. D'ailleurs, moi, j'étais un peu teubé, enfin, j'étais petit. Il me faisait remplir un sac de sel. Il me disait, si tu arrives à jeter du sel sur un oiseau, il s'arrêtera, tu pourras l'attraper. Et moi, j'y ai cru hein, pendant plusieurs années, hein. Donc, je me baladais avec mon sac de sel. Et dès que je voyais un oiseau, j'essayais de lui jeter du sel sur lui. Je sais plus. Je sais pas, moi, j'y croyais dur comme fer. Et il y a un jour, j'ai réussi à toucher un oiseau avec du sel. Et je dis, mais c'est pas arrêté l'oiseau. Vous me prenez pour un. C'est quoi ça? Ah là 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 là. Faut arrêter hein, de prendre les petits quand même comme ça, là, pour des, pour des gens naïfs. Bah, on est naïf, on est trop naïf quand on est petit. Moi aussi, il faut en profiter en vrai, c'est marrant. Bref, donc on allait marcher comme ça, souvent, on faisait la balade avec les grands-parents. Et il y a eu comme un tournant, je crois que c'était à partir de mes 12 ans. En fait, je crois qu'en fait, même avoir des petits-enfants, ça maintient les grands-parents. Parce que ça les maintient en activité. C'est dur, hein, c'est physique hein, d'avoir des enfants. Et quand j'ai eu mes 12 ans, je me souviens, euh, vers mes 12 ans, ils ont arrêté de sortir. C'est-à-dire que plus on avançait dans les années, et plus ils restaient enfermés chez eux. Ils restaient dans le noir, ils devenaient radins. Bon, ça, il était un peu déjà. Mais ils restaient dans le noir, ils faisaient le moins de mouvements possible. Tu rentrais chez eux, ça sentait le fauve parce qu'ils aéraient pas. Ils voulaient pas qu'il y ait
C'est ça, en fait, ils restaient toute la journée dans le noir. Il y avait plus, on est arrivé forcément sur ce syndrome de glissement. Et pour eux, c'est arrivé vers leur 72, 73 ans, je crois, voilà. Ça arrivait vers là. Et donc, attention, c'est ce moment-là où il faut prendre soin des grands-parents. Et le fait de les faire garder, de les stimuler, parce que forcément, ma mère, bah, elle a eu ma sœur, après elle m'a eu moi. Moi, elle me faisait garder pas mal par eux, bon, pas tout le temps, mais quand même de temps en temps. Et ça les maintient quand même. Je trouve que ça les maintient, c'est important. Il faut leur rendre la vie un peu dure aux grands-parents, faut les faire, tu leur fais garder les petits. Voilà, et ça les stimule. Et donc ça, c'est un truc, mais après, voilà, faut aussi qu'ils aient conscience de ça. Parce que moi, je me souviens, mon grand-père, ouais, c'était question pour un champion, ça restait toute la journée. Puis au bout d'un moment, en fait, c'est ça, tu tournes en rond, et si le cerveau est plus stimulé, en fait, comme en fait on est fait, si on part sur cette théorie-là, qu'à partir de 70 ans, bah, on n'est plus fait vraiment pour vivre, le corps n'a plus de... En fait, t'es même plus fait pour te reproduire, donc c'est vrai que ça paraît logique. La vie en soi, génétiquement, on est plutôt programmé pour, euh, pour se reproduire. Donc, quand tu arrives à 70 ans, bon, si ton cerveau n'a plus de raison de continuer à survivre, bon, ben, il va se laisser périr. C'est une théorie qui paraît relativement logique. Mais si tu lui montres que bah, tu es encore utile, que tu as encore des objectifs dans la vie, que tu peux encore vivre, encore être stimulé, et bah, tu vas vivre beaucoup plus longtemps. Et tu remarqueras que, je sais pas si tu as déjà vu des reportages là-dessus, des gens qui vivent qui sont encore actifs après 90 ans. J'en ai vu plusieurs là-dessus. Donc c'est par exemple une dame qui faisait du yoga. Elle a commencé le yoga à 60 ans et maintenant elle est prof, elle a plus de 90 ans. Je crois même qu'elle a 100 ans. Elle est prof de yoga à 100 ans, tu vois. Un autre qui est médecin qui a 100 ans, son fils aussi était médecin, son fils a pris sa retraite avant lui. Et lui, il a 100 ans, il est encore en activité. Son fils a 66 ans, il a arrêté. Voilà. Donc c'est impressionnant. Alors oui, il y a certainement un facteur génétique. Euh, Tu remarqueras aussi que c'est des gens, au niveau de l'activité physique, c'est des gens qui font pas non plus des choses hyper physiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, ils ont une activité physique, un peu de renforcement musculaire, mais ça va pas non plus au-delà de... Enfin, ça va pas sur des trucs hyper intenses. Et en général aussi, j'ai l'impression que c'est des choses assez journalières. C'est-à-dire que tous les jours, il y a cette stimulation. Donc ça peut prendre le vélo. Il y a bah, pour la partie yoga, la dame qui fait du yoga, donc c'est des contractions isométriques, hein, donc c'est ce que je te disais sur la longévité. Le yoga, c'est de la contraction statique, donc il n'y a pas vraiment de mouvement, c'est du mouvement lent, euh, de l'étirement, donc il y a de la souplesse aussi. Mobilité et souplesse, c'est un peu différent. Je l'avais déjà expliqué ce que c'était dans notre podcast. Quoi d'autre? Sur l'alimentation, donc ça certainement, en général, ça ils en parlent pas trop. Et souvent, tu as aussi des surprises, c'est-à-dire que tu les vois prendre la tartine le matin avec du beurre. C'est pour ça que je dis, des fois, c'est même pas le plus optimal, mais ils arrivent quand même à tenir, parce que le corps aussi peut certainement que s'adapte par rapport à ce que tu lui fais faire. Et après, peut-être aussi, ça dépend aussi de ce que tu fais de ton alimentation. C'est-à-dire que si tu bouges toute la journée, que tu es actif et que tu n'as pas non plus un excès dans ce que tu manges, même si à la base en quantité c'est pas forcément hyper bon. Par exemple, bah, me faire des tartines avec du beurre le matin, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais si jamais en termes de quantité, bah, t'es bon, bah, ça devrait le faire. Enfin, tu vas tenir. Après, oui, il y a aussi la partie génétique. Souvent aussi, ce que tu vois, c'est qu'ils sont pas très grands. Donc, ils sont d'un petit mètre 70, un truc comme ça. Bon, je suis dans la merde. Non, ça va, je suis pas très grand, moi je fais 1m80. Il y a pire. Et c'est vrai que souvent tu remarques ceux qui vivent jusqu'à plus de 100 ans, ils sont plutôt de petite taille. Tu remarqueras. D'ailleurs, j'en ai vu un en vrai. Un gars que j'ai vu en reportage qui avait 105 ans, je crois. Et lui, il faisait du vélo tous les jours, il faisait des courses, etc. Je l'ai croisé au Val d'Europe, à Marne-la-Vallée. Il faisait du shopping. Il parlait avec la caissière, justement. Et ça m'avait frappé, il était tout petit. Il faisait de faire 1m60, tu vois. Un petit monsieur. Et oui, parce que bah, je pense que ça paraît logique aussi. Quand plus tu as un petit corps, plus tu es aussi au niveau postural, les sujets plus petits sont plus équilibrés en général. Ils ont, ils ont moins de problèmes au niveau des capteurs. En tout cas, bah, le corps arrive mieux à s'adapter. C'est plus dur. Plus t'es grand, plus c'est dur.
Plus c'est rigoureux d'être posturalement équilibré, et plus c'est dur de bien vieillir quand t'es grand. Après, au niveau peut-être aussi métabolique, c'est un peu plus, demande un peu plus de travail. Enfin, c'est vraiment un sujet très vaste, hein, la longévité. Autre chose, donc ça c'est plutôt sur les zones bleues. Donc, tu sais, il y a des livres, enfin, je sais plus comment il s'appelle lui, un gars qui s'intéresse qu'à ça vraiment, lui qui a la longévité. Et il mettait en avant le fait que dans les zones bleues, ils mangent beaucoup d'aliments. Les zones bleues, c'est les gens qui vivent jusqu'à 100 ans, c'est les centenaires. Donc il y a au Costa Rica, au Japon, en Grèce, de mémoire. Euh, Ces gens-là, ils mangent plutôt des aliments fermentés aussi. Alors, peut-être pas dans toutes les zones bleues, mais en général, oui, des aliments fermentés. Et donc, en fonction de la région, les aliments fermentés vont avoir différentes formes. En France, aliments fermentés, par exemple, il y a le cornichon. Bon, après, cornichon qu'on a en grande surface, c'est peut-être pas la même fermentation que tu as, la même qualité de fermentation que tu as si tu le faisais toi-même. C'est pas la même chose. Par contre, on a autre chose, c'est la choucroute. Choucroute, ça c'est fermenté. Bon, je parle vraiment du chou, hein. Je parle pas de la saucisse bien grasse. Je parle vraiment du chou, la choucroute, qui est fermentée à la bière. Ça, c'est plutôt bon pour ton microbiote. Parce que la qualité de ton microbiote fait aussi que tu vas pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. C'est le système digestif, c'est très important pour la longévité. Ça va t'éviter de développer des maladies sur le long terme. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Le kéfir. Moi, j'aime bien boire du kéfir. Pareil, il y a du bon, du mauvais kéfir. Alors, du kéfir lacté, hein, donc à base de lait fermenté, j'aime bien le consommer. Pareil, au niveau de la digestion, je trouve que ça se digère très bien. Après, à voir, il faut tester hein, ce que tu arrives à digérer. Euh, Puis voilà, en fait, ça, mettre quelques aliments fermentés dans ton alimentation pour avoir un bon microbiote. Et tu vois, je t'ai même pas parlé encore de compléments alimentaires. C'est-à-dire que si on part sur cette base-là, est-ce que on pourrait se dire, est-ce que les anciens là qu'on voit, les centenaires, est-ce que si on les complémentait, ils arriveraient à aller jusqu'à 120 ans? On pourrait se dire ça à partir de ce principe-là. Je ne sais pas, franchement, est-ce que c'est une priorité? C'est peut-être bien pour optimiser, notamment si tu te mets à faire du sport performance. Là, je pense que ça devient indispensable. Euh, Par contre, si tu es vraiment sur une optique longévité, longévité, euh, comme le font ces personnes, et d'ailleurs le font elles sans vraiment y penser, en fait, c'est même pas une obsession pour elles, hein. C'est-à-dire que bah, elles vivent leur vie en fait, juste que leur mode de vie comment se dire, saludable et c'est healthy, euh, comment on le dit, il est santé quoi, ils ont un mode de vie santé, sans même s'en rendre compte. Donc ça va être pépère quoi pour eux. Et c'est pas une charge mentale, tu vois. C'est vraiment bah ok, il se lève, il fait son mode de vie, il va se coucher, bah voilà, il a une journée impeccable et pas trop de stress psycho-émotionnel. Il arrive à bien dormir. Le matin, il se réveille, il fait la même routine qu'il fait depuis 60 ans. Ça fait 60 ans qu'il a la même routine le matin. Il suit la même chose, ça se passe bien, il est en forme, il continue. Souvent, oui, ils mangent pas trop aussi. Ils mangent le minimum. Et comme je t'ai dit, ils ont des petits corps. Donc, ils ont quand même le minimum de masse musculaire pour continuer à vivre. Mais c'est pas des boules de muscles, quoi. Voilà, vraiment, je te parle sur l'aspect longévité. Moi, actuellement, je suis mal parti pour vivre jusqu'à 100 ans. Je te le dis. Mais bon, je pense déjà, si je continue comme ça, avec l'activité physique que je fais, etc., oui, easy, je peux aller en forme jusqu'à plus de 85, 90. Mais après, quand tu dépasses les 90, je pense qu'il y a aussi le facteur génétique. On va pas se mentir, je pense qu'il y a un facteur génétique. Mais tu peux l'optimiser avec ton rythme de vie, la qualité de l'air que tu prends, l'exposition à la lumière tous les jours, le stress psycho-émotionnel, l'environnement social. Tout ça, ça va influer sur ton sommeil, ton activité physique et ton alimentation. Voilà. Donc, tous ces éléments-là que je t'ai cités, ça permet d'avoir un bon équilibre et bah, de viser presque la perfection. Et oui, ça va de soi, mais l'alcool, pour moi, l'alcool après 60 ans, mais tu devrais même plus y toucher, quoi. Même plus une goutte. C'est, Après, moi, j'aime pas ça. Pour ça, je dis ça, j'ai aucun plaisir à en prendre. Mais il y a beaucoup de gens qui, en réalité, n'ont pas de plaisir à boire de l'alcool. Ça devient une nécessité avec l'addiction parce que c'est plutôt l'effet que ça procure qu'ils aiment et pas trop le goût.
Et donc dans ce cas-là, bah, oui, il y a un problème. Mais l'alcool, ça devrait pas être une nécessité, quoi. C'est, il n'y a rien de vital là-dedans. Enfin, ça pourrit plus qu'autre chose. Et après un certain âge, on voit bien les dégâts que ça fait. Ok, on passe à la rubrique suivante, l'analyse. Dans cette rubrique l'analyse aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de la fainéantise ou est-ce que c'est un levier de productivité? Et oui, parce qu'en fait, ça dépend comment est-ce que tu t'en sers. Pour moi, c'est un outil incroyable, hein. C'est un outil incroyable. Bah, tu vois, la miniature de ce podcast, je l'ai fait à 80% avec l'intelligence artificielle. Je peux pas encore tout faire, j'ai dû l'aider, j'ai dû retaper l'image, etc. Mais tu vois, la qualité du truc, si j'avais pris quelqu'un, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher, il aurait dû me la faire, j'aurais peut-être pas eu cette qualité. Ou alors, si j'avais voulu avoir cette qualité, j'aurais dû faire, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça. Quand j'organise mon podcast, bon bah, je note toutes mes idées. Et après, je demande à ChatGPT, je dis, bon, tu vas me structurer tout ce que je t'ai dit, là, fais-moi les points, et moi, je gagne un temps fou. Tu vois, donc ça dépend. Est-ce que c'est de la fainéantise ou un levier de productivité? Tu vois, faut juste pas le prendre à chaque fois. Tu vois, faut pas, dès que tu as une question, faut pas se dire, il va me le faire, ChatGPT, tu vois. Faut quand même rester, je pense qu'il faut continuer. En fait, il faut trouver le juste milieu. Par exemple, moi j'ai un petit carnet et je note, alors je le fais plus trop régulièrement là, mais au moins une fois par semaine, je vais noter dans un petit carnet des idées, comment s'est passée ma semaine, comment je me sens, etc. Je vais le noter pour continuer à écrire quand même de ma main, de manière manuscrite. Je crois que ça se dit comme ça, hein, manuscrite. Ouais. Et donc je vais écrire comme ça pour continuer à stimuler mon cerveau, sachant que, pareil, quand je lis mon livre là sur la posturologie, reprogrammation posturale, lorsque je révise, je me fais des flashcards, je les fais à la main. Je sais très bien que ça peut se faire avec l'intelligence artificielle, mais j'essaye quand même de stimuler mon cerveau, parce que j'ai envie de pas devenir complètement dépendant de ça. Cependant, il y a des choses, c'est très important, notamment quand on est dans l'entrepreneuriat, ou alors quand tu es étudiant et que tu as besoin de gain de temps, c'est un véritable assistant. On pourrait dire invisible, mais oui, invisible parce qu'il n'est pas là physiquement. Donc c'est un véritable assistant. C'est très important d'avoir cette aide-là. En fait, on peut pas s'en priver. Enfin, je trouve ça dommage d'avoir un espèce d'ego mal placé, de se dire ah ouais, non, mais non, je veux pas utiliser l'intelligence artificielle, moi j'aime pas ça. Alors que ça peut te faire gagner des heures et des heures chaque jour. C'est incroyable, parce que les gens ne se rendent pas compte. Lorsque par exemple je fais une vidéo, tu vois, les réels que je fais sur Instagram, pareil, je vais écrire un script. Moi, souvent je l'écris à la main. Pareil, sur mon carnet, je vais écrire un script. Hop, hop. Il y a des fois, tu vois, je vais me répéter dans les mots, je vais dire des trucs. Mais tu vois, moi, je suis pas auteur, je suis pas Victor Hugo, j'ai pas que ça à faire. Donc, c'est pas grave, je note ce qui me vient en tête, je note, tac, 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 tac. Je fais un beau texte. Ensuite, je vais le citer à ChatGPT, je vais lui dire ce que j'ai écrit. Et lui, il va me retravailler. Il va couper, il va refaire un peu la syntaxe, etc. Il va me faire un beau texte. Il va travailler sur l'impact du début de la vidéo pour que les gens aient envie de regarder. Tu vois? Et ça, c'est vraiment de l'assistance. Enfin, c'est pas de l'assistana, justement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il m'aide, en fait. Il m'aide, mais il me fait pas tout. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est du gain de temps. Du gain de temps. Il faut savoir s'en servir. Et plus j'avance, plus j'apprends à me servir de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment un outil incroyable. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? On va y venir après, mais... Ah oui, juste avant, qu'est-ce que je disais? Ce que l'intelligence artificielle t'apporte. Oui, bon, ça, je viens de te le dire. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que quand tu es soit étudiant, soit dans l'entrepreneuriat, ou même si tu es salarié, hein, même si tu es salarié, tu m'écoutes, on se retrouve tous limités par le temps. Et le problème, c'est que quand on est salarié, on ne se rend pas compte de l'impact du temps. Enfin, pas autant, parce qu'on ne se rend pas compte du levier que ça a comme importance. C'est-à-dire que si tu vas au travail et tu fais un 9h, 17h, peu importe que tu fasses un excellent travail, une excellente productivité, sauf si tu es cadre et que du coup tu es payé plutôt à la productivité, je veux dire, mais t'as pas trop d'horaires de travail. Mais si tu as vraiment des horaires de travail et que tu fais 9h, 17h et que peu importe ce qui se passe, tu seras payé la même chose, et à la fin du mois, il y a très peu de chances que tu aies une augmentation, même si tu travailles beaucoup, très bien. Donc en fait, t'as pas trop de levier sur ce que tu peux gagner à la fin du mois. Et donc tu t'en fous en fait d'optimiser ton temps, ton énergie, ton argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc
Il faut trouver l'équilibre. Quand, je vais t'expliquer quand d'un point de vue entrepreneurial, on se retrouve très vite limité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses au début. Ok, tu pars du principe, quand tu lances un business, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent. T'as pas d'argent, tu peux pas investir même pas 50 balles. Tu vois. Des fois, ça arrive quand tu pars d'étudiant, tu pars de zéro. Donc, vraiment, tout ce que tu as, c'est du temps et de l'énergie. Et donc, quand tu as du temps et de l'énergie, bah, va falloir que tu investisses ce temps et cette énergie pour ensuite créer de l'argent. Et une fois que tu auras de l'argent, tu pourras investir cet argent pour gagner du temps et de l'énergie. Être encore plus productif en déléguant les tâches. Tu vois. Et c'est cette optique-là que ont tous les bons entrepreneurs. Et c'est cette optique-là que j'essaye d'avoir de plus en plus. Alors moi, je suis encore en début. Hein, on n'est pas non plus, je vais pas faire l'ancien. Mais au moins, j'ai compris ça. Et c'est pour ça aussi que bah, ça commence à avancer de mon côté. Et que je fais pas la pince, tu vois. Je suis pas une pince à dire ah non, il faut que je garde tous mes euros, tout ce que j'ai gagné, je vais plus rien investir. Moi, ChatGPT, par exemple, j'ai pris la version pro parce que la version plus, parce que ça me permet, c'est beaucoup mieux, ça me permet d'avancer. Euh, j'ai payé, par exemple, alors on va parler d'un truc. Faut-il toujours choisir le moins cher? Parce que quand on parle de délégué, il y a des choses, on va revenir sur la matrice d'Eisenhower, je t'invite à l'utiliser. J'en avais parlé il y a 3 épisodes, c'est dans le titre de l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 10 ou 9, donc tu peux venir en arrière dans les épisodes, et c'est pour vraiment prioriser tes tâches. Donc c'est très important, et il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Ouais, ça, déjà fait la matrice d'Eisenhower, tu vois qu'il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Ta santé, ton activité physique, tu ne peux pas le déléguer. Si par exemple tu as un business qui requiert ta voix, par exemple mon podcast, bon, bah, c'est ma voix, je ne vais pas déléguer ma voix, tu vois. Je ne vais pas le faire pour quelqu'un d'autre. Euh, Par exemple, l'inverse, le montage vidéo. Ok, j'ai scripté, j'ai fait pareil, tu vois, mes vidéos, je peux pas trop les déléguer. Enfin, je peux déléguer le montage, mais je peux pas déléguer le script. C'est des vidéos un petit peu techniques. Je parle de posturologie, je parle sur des trucs. Si je le délègue, c'est à quelqu'un qui connaît la posturologie. Et qui connaît la posturologie, un posturologue. Et le posturologue, il va pas faire mes montages vidéo. Donc, je suis obligé quand même de faire le script et d'envoyer la vidéo à un monteur vidéo. Enfin, en tout cas, la voix off. Quand je suis en train de te parler, là, on pourrait appeler ça une voix off. Je lui envoie les images que je veux mettre, je lui dis tac, 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 tu me fais ça, 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 ça. Même si c'est quelque chose que je sais déjà faire, mais je suis dans une optique où je vais gagner 1 heure. Parce que moi, le montage, il va me prendre 1 heure. Lui, peut-être que ça va lui prendre 30 minutes parce que c'est son métier, il va gagner beaucoup plus de temps. Et donc, c'est important. Par exemple, toi, tu sais pas t'entraîner. Au lieu de faire le rat et te dire ah non, mais c'est bon, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder des vidéos, alors que tu sais très bien que toi, ça va être le bordel. Tu vas regarder ça vite fait ça va être désorganisé, le temps que tu comprennes, tu vas t'acheter un livre, tu vas jamais le lire. Au lieu de faire ça, mais au lieu de perdre des années d'entraînement, de progression, de santé, pourquoi tu prends pas un coach qui connaît déjà? Tu vois? C'est une optique en fait. Même cette optique entrepreneuriale, faut l'avoir pour soi. On entreprend pour sa santé. On entreprend pour ses performances, si on a des objectifs de performance. Très important ça à comprendre. Donc, je vais t'expliquer mon expérience. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai contacté 4 monteurs vidéo. Et j'ai fait vraiment, c'était une espèce d'expérience, j'avais 4 vidéos à faire. Donc, je leur ai envoyé à chacun une vidéo à me faire, avec les mêmes directives. Alors, c'était une vidéo différente à chaque fois, mais c'était le même principe de vidéo, tu vois, ce type, une vidéo que je fais sur César, tu vois, avec une voix off, changement d'image, mettre les sous-titres, etc. Rien de très complexe. Je sais le faire, je le fais très bien, mais j'avais envie de voir comment ça se passerait si je le faisais avec quelqu'un d'autre. Et j'ai pris des prix bas, donc des gens assez relativement pas chers. Donc ça oscillait dans les tarifs entre 10 euros et 30 euros. Voilà, pour faire un montage vidéo. Ce qui est vraiment pas cher, hein. Vraiment. Donc. Et en fait, tu vas comprendre quelque chose. Lorsque je contacte quelqu'un et qu'il me dit bah écoute, ouais, tu veux quoi? Je te fais ça, ça, ça va être 10 euros. Et en fait, tu te rends compte que, bah attends, il va travailler 1 heure sur le projet, il va devoir tout regarder, 10 euros. Ok, il est pas sérieux en fait. En fait, le prix est directement
révélateur ou alors le mec vit à Madagascar, et le SMIC là-bas c'est 300 balles, je sais pas, tu vois. C'est dans ce sens-là, tu vois. Il y avait forcément une corrélation. Mais lui, pour le coup, c'était que des francophones français, enfin, que des Français que j'ai contactés. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que le rapport qualité-prix était directement lié au tarif que j'avais pris au début. Donc il y en a un le plus cher, il m'a coûté 30 euros. Bah, ça a été le travail plus qualitatif et plus rapide. Il y en a un qui m'a fait. Ah non, il y en a un qui m'a coûté 20 euros. Et lui, il me l'a fait en 1 heure. C'est-à-dire que je l'ai missionné, tac tac, il m'a fait ça. Le dimanche soir, c'était prêt. Voilà. Donc en général, il y a quand même une corrélation entre le tarif que tu as payé et la qualité que tu vas recevoir. Les autres, les deux autres qui m'ont fait payer 14 euros, il y en a un, il m'a fait payer 14 euros et l'autre 10 euros. Ces deux-là, j'ai dû les reprendre sur 3 fois, j'ai dû leur faire des modifications, alors que j'avais pas besoin de le faire pour les autres. Des modifications sur les sous-titres, sur la, le rythme de la vidéo, tu vois, sur le hook au début, l'accroche au début de la vidéo. J'ai dû les reprendre sur ces choses-là et ça m'a pris du temps au final parce que j'ai dû les reprendre. Au final, le temps que je voulais gagner, je l'ai reperdu à les remodifier, à leur dire non mais ça va pas, ça va pas, tu vois. Et quand tu payes quelqu'un qui est qualifié, et bah tu gagnes du temps, tu vois. Au final, bah, qu'on revient sur ce principe de temps, énergie, argent. Au final, là j'ai payé quelqu'un, oui ok ça m'a coûté moins cher, il m'a coûté que 10 balles, mais j'ai dû le reprendre sur l'orthographe parce qu'il me faisait une faute par mot. Je sais pas, à mon avis, c'était un petit. Il faisait ça pour ses fins de mois. Il, il devait avoir 15 ans et voilà, il faisait ça. Pour lui, 10 euros, c'était un truc de fou. Donc, d'ailleurs, il s'est excusé pour le temps de retard. Il m'a dit: Ah, si tu veux, je te fais payer 10 euros. Je te fais payer 7 euros. Il m'a dit: Je lui ai dit: Non, t'inquiète, fais-moi payer 10, c'est bon. Oh là là. Et donc, bref, je les ai pris comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu directement sur les résultats. Celui qui m'a fait payer 30 euros, bon, il m'a fait une bonne vidéo, dynamique. La vidéo, elle a fait déjà là, quasiment 14 000 vues. L'autre qui m'a fait l'autre vidéo, bah, au début c'était un peu mou. Bon, j'en avais marre de remodifier. Je lui ai dit: Bon, allez, c'est bon, je vais envoyer ça sur Insta. Bon, la vidéo, elle a peiné à faire 1500 vues, tu vois. C'était pas du tout le même travail sur l'accroche, la qualité du montage. Tu vois, t'as une différence. Et c'est la même chose. La même chose pour tout. Si toi tu prends un coach sportif à 10 balles, bah méfie-toi, hein, parce que ça veut dire que déjà que le gars, je sais pas comment il fait pour en vivre. Il va peut-être te le faire, ton programme, il va te faire soit un programme générique, soit il va mettre 10 ans pour te le faire parce qu'il aura pas le temps, parce que c'est pas son métier principal. Toi, comme tu connais pas, parce que t'as pas de référence, t'as peut-être pas de point de référence sur l'entraînement, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas même pas te rendre compte qu'il te fait faire des conneries. Tu vois. Moi encore sur le montage, je m'en rends compte parce que j'ai déjà les connaissances. J'ai certainement les mêmes connaissances qu'eux parce que j'ai pas pris des pros, voilà. Euh, enfin, sauf un, peut-être celui à 30 balles, je pense, j'ai l'impression que c'est vraiment son métier. Mais sinon les autres, bon, c'est vraiment des trucs basiques et c'était pas terrible. Bon, bref, pas tourner en rond là-dessus. Donc le vrai coup, perdre du temps et de l'énergie sur des détails que tu pourrais déléguer. C'est ça que je voulais dire. Tu perds du temps et de l'énergie sur des détails que tu pourrais déléguer. Donc important. Faut savoir investir quand il le faut. Faut pas hésiter. Quand tu vas avancer dans quelque chose, à un moment, tu sais, on n'a que 24 heures sur une journée. Il y a déjà 8 heures où tu dors, 2-3 heures où tu manges, tu fais la vaisselle, tout ça. Et il te reste plus beaucoup de temps pour avancer sur ta santé, pour avancer sur tes projets. Donc, il faut savoir déléguer certaines choses. Il faut savoir l'apprendre. Tu remarqueras, tu crois vraiment que les milliardaires, ils font la vaisselle, eux? Ah non, il délègue tout. Alors on peut se dire: ah non, mais c'est des caprices. Ah non, c'est pas un caprice, c'est que s'il se met à faire la vaisselle, s'il se met à faire le ménage chez lui, bah, il a plus le temps de gérer son business. Donc son business cool. Tu vois. C'est vraiment une autre optique. C'est autre chose. Il faut vraiment se mettre dans une autre mentalité. Bref, carnet de bord, mes entraînements de la semaine. C'est parti. Allez, let's go. Donc, carnet de bord, ce que j'ai testé cette semaine et ce que j'ai découvert, ce que j'ai ressenti, bon, déjà, ça va mieux au niveau de la côte. Après, bon,
J'ai essayé de m'entraîner comme je pouvais, mais comme j'étais un peu fatigué, bon, je vais revenir sur le sommeil, je vais en parler tout de suite d'ailleurs, parce que c'est directement lié. J'ai fait des... Pas des insomnies, mais j'avais un sommeil léger, tu vois, ce genre de sommeil. Je pense que c'est à cause de la lune. Il y avait une espèce de pleine lune, et c'est comme s'il faisait jour chez moi, tu vois. C'est comme dans les films d'horreur, tu vois. Quand ils filment, et il y a toujours une petite lueur pour que tu vois bien durant la nuit. Et là, c'était la même chose, vraiment la bonne pleine lune, en plein devant ma fenêtre. Et ça, c'était ça pendant 2-3 jours, tu vois. Donc c'était assez compliqué de dormir. En plus de ça, comme en ce moment, bah, je suis un peu bien motivé, je cogite un peu la nuit. Donc des fois, j'ai du mal à m'endormir. Et donc je suis en train de réfléchir à prendre un complément alimentaire pour me calmer davantage la nuit. Alors j'ai entendu parler de la L-théanine, magnésium et zinc. C'est vraiment les compléments alimentaires pré-dodo. Sinon, bah, tu vois, cette nuit-là, avant de tourner ce podcast, là, j'ai dormi 9 heures. C'est la première nuit de 9 heures, je crois que je fais en un mois, je crois. Parce que vraiment, ça fait un mois, hein. Ça va peut-être pas dans les 3 semaines que je dors pas bien, quoi. C'était vraiment, je fais des nuits de 6 heures, 5-6 heures. Et c'est pas optimal. C'est pas optimal. Quand tu t'entraînes, que tu veux bien réfléchir, c'est pas optimal. Voilà, donc aussi, qu'est-ce que j'ai testé d'autre cette semaine? J'ai testé, toujours dans une optique de productivité, parce que j'ai toujours ce brouillard mental après avoir mangé le midi. C'est-à-dire le midi, je me réveille. Midi, je me réveille. Non. Je me réveille pas à midi, non. Je me réveille à 7h, 7h30 en général. Mais je ne mange pas. Je ne mange pas jusqu'à midi. C'est ce que j'ai testé cette semaine. Donc j'ai arrêté ma crêpe magique. J'ai voulu tester le jeûne intermittent. Et et ce que je fais ensuite à midi, je mange, mais je mange un repas pauvre en glucides. Donc il y a quand même des glucides via les fruits, quelques fruits assez riches en eau, style le melon par exemple, ce que j'ai mangé cette semaine en fruits le midi. Mais sinon c'est beaucoup de légumes. Donc pareil, c'est riche en glucides, les légumes, mais ça reste quand même peu dense. C'est beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, et donc l'indice glycémique ne va pas monter. Pourquoi c'est important ça? Bon, évidemment, il y a aussi les protéines et du gras. Donc, typiquement les œufs. Les œufs mollets, tu vois, un peu 6h30. Je mets 6 minutes 30, 7 minutes. Euh, Ensuite, tu manges aussi bah, côté cheese. Moi, j'aime bien le côté cheese ou tout type de fromage, un petit bout de fromage. Voilà, tu manges ça le midi. En fait, ça va t'apporter de l'énergie, mais avec une digestion assez diffuse, assez lente. Pas trop lourde, forcément. Faut pas que le repas soit trop lourd. Et après ça, dans la journée, collation 3-4 heures après. Parce qu'après ça, je commence à avoir faim quand même. Et au final, et après oui, les glucides, après je les mange plutôt le soir. Ça permet aussi de virer tout le cortisol. Donc, parce que durant la journée, tu produis du cortisol. Ça permet d'activer ton système nerveux parasympathique, donc de plutôt te calmer, et d'ensuite mieux dormir. C'est ce que j'ai expérimenté cette semaine. Sauf que comme il y avait la pleine lune, je pense que ça m'a un peu... je pense que quand même il y a eu une influence de la lune sur le rythme circadien. On va pas... Ça, cette nuit-là, il n'y a pas eu ça. J'ai dormi, mais vraiment très bien. La lune s'est barrée, je sais pas où elle est partie, mais j'ai dormi très bien, j'ai dormi comme un bébé. Et aussi, j'avais beaucoup mangé. Peut-être qu'aussi que j'ai un peu mal géré, c'est-à-dire que de je me suis mis en déficit calorique sans trop le vouloir. C'est-à-dire que forcément, si j'enlève mon repas du midi, du matin, pardon, j'enlève mon repas du matin qui normalement était au moins à 800 calories, je pense, de tête, à peu près ça, 800 avec, vu qu'elle est bien balèze, ma crêpe. J'arrive le midi, donc en fait, j'enlève ça à 800 calories le matin. Le midi, mon repas, il fait pas 1500 calories, hein, donc il doit faire même pas 1000 calories. Et j'arrive le soir, je suis à, pareil, je dois être à 1000 calories, puis la petite collation le midi, même pas 500. Au final, à la fin de la journée, je suis même pas à 2500 kilocalories. Peut-être que même j'étais à 2000 calories à la fin de journée, donc si jamais moi mon maintien calorique est à 3000, je me retrouve avec un déficit de 1000 calories, hop, j'arrive pas à dormir parce que mon corps est un peu trop stressé. Donc c'est aussi ça qui peut jouer. C'est aussi ça. Et d'ailleurs, j'avais un peu faim des fois le soir en allant me coucher alors que j'avais fait un bon repas. Parce que mon corps peut-être qu'il n'avait pas assez de calories par rapport à ce que je lui demandais au niveau cognitif, au niveau physique. Donc important, avant d'aller se coucher, je pense qu'il faut quand même bien manger. 2-3 heures avant, tu fais un bon repas. 2-3 heures avant d'aller te coucher, tu fais un bon repas. Après, t'évites de trop manger avant, parce que sinon tu vas avoir trop chaud, tu vas digérer, c'est pas bon.
En plus de ça, si tu manges des aliments riches en eau, c'est aussi ce que j'ai remarqué. Tu manges un aliment très riche en eau, type la pomme de terre, type patate douce, type légumes, type tous les fruits. Tu manges ça juste avant d'aller te coucher, bah t'es sûr que tu vas te réveiller à 3 heures du mat avec la vessie pleine, tu vois. Alors que si tu manges 2 3 heures avant, bah t'as le temps d'évacuer l'eau, t'as le temps d'aller uriner avant d'aller te coucher, donc tu vas passer une meilleure nuit. C'est aussi ça, hein. C'est vraiment tout un ensemble de choses qui font que tu peux mieux dormir. Voilà, donc c'est ce que j'ai observé cette semaine sur le sommeil. J'en prends des leçons, tu vois. Tout n'est pas parfait. J'essaye de m'améliorer avec le temps. Je teste des choses, des nouvelles routines. Voilà, ma routine en ce moment, c'est ça. Je me lève, ce que j'ai fait ce matin. Je me lève, je m'habille, hop, et direct, je vais lire en fait. Enfin, alors avant ça, je fais ma petite routine quand même. J'essaye de faire des mouvements oculaires, donc au niveau des yeux. Je fais mes mouvements sur les hanches. Voilà, ça me prend 5 minutes. Une fois que j'ai fait ça, ça m'a un peu réveillé. Je regarde la lumière du soleil, donc j'ouvre la fenêtre. Je regarde la lumière, ça me réveille un petit peu. Et j'ai bougé, j'ai regardé la lumière. Et ensuite, là, je me mets à lire. Je me mets 30 minutes à 1 heure de lecture. Important, sinon je le ferai pas. C'est important, ça on en reparlera, mais pour moi, il y a 3 piliers aussi dans le milieu pour être bien, je pense, mentalement, que ce soit entrepreneurial ou même salarié, ou comme tu veux, dans la vie de tous les jours. C'est important, ça repose sur 3 piliers. D'ailleurs, je vais me le noter tout de suite parce que sinon, ça, je vais oublier d'en parler. Donc, les 3 piliers. Voilà, je le note. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Des fois, je parle d'un truc, une autre idée me vient. C'est très bien. Hop. Donc voilà pour le sommeil. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, l'avancée du déménagement. Ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, c'est même pas trop le déménagement, c'est que tu vois, si t'as pas suivi l'histoire, moi j'habite à Séville. T'arrives dans cet épisode, t'arrives comme une fleur. T'as pas suivi les autres épisodes. J'habite à Séville en Espagne. L'aventure s'arrête dans moins de 10 jours maintenant. C'est-à-dire que le 25, bah, dimanche prochain, je pars direction la France, mais je pars en avion et je redescends avec mon père avec un camion. Le camion, l'objectif c'est de le remplir. C'est-à-dire que je vais contacter des gens, je leur dis, moi je te descends tes trucs si tu veux dans cette ville en France, tac tac, c'est sur ma route, ça permet de rentabiliser le trajet. D'ailleurs, on revient sur l'optimisation du temps. Si j'avais eu plus d'argent, si j'avais vraiment eu un business vraiment qui tourne sans avoir besoin de ma présence, etc., et que ça m'avait pas amusé de le faire, bah, j'aurais payé quelqu'un directement pour qu'il me monte mes meubles. Voilà, je l'aurais payé 3 000 balles, il m'aurait monté mes meubles, et puis voilà. Parce que, en fait, j'ai des meubles, j'y tiens pas forcément, je sais que ça peut se tenir très bien, mais j'ai d'autres trucs. Bon, j'aimerais bien ne pas les revendre pour ensuite les racheter, genre mon ordinateur, bon ça va, mais le moniteur c'est un peu plus gros, l'imprimante, mon lit, enfin il y a des trucs j'ai envie de les garder, j'ai pas envie de les revendre. Mes appareils de musculation, des trucs dont j'ai pas envie trop de les revendre, et pour en racheter c'est galère. Donc en fait je me dis bah quitte à venir avec une voiture, autant que je prenne tout quoi, tu vois. Et deuxièmement ça m'amuse. Je me dis c'est une aventure, ça va être avec mon père, ça va être marrant. Mais tu vois sinon j'aurais pu aussi parce que le camion qu'on a loué là, c'est mon père qui l'a pris, il faudrait que je le rembourse. Et il a payé 900 euros. Euh, Plus le trajet bah, aller-retour, ça va nous revenir peut-être à 1500 balles, avec peut-être même un peu plus. Avec l'essence, avec les péages, bah, ça dépend si on les prend. J'ai payé le Airbnb aussi, donc toi, plus le trajet, etc. Au final, ouais, t'arrives sur un billet à 1500, 2000 balles, donc au final, je gagne que 1000 euros par rapport à si j'avais payé quelqu'un qui m'avait tout fait. Donc tu vois, tout est calculable là-dedans. Donc est-ce que le gain de temps, le temps que je perds, donc les quelques jours que je vais perdre, plus la fatigue, etc., est-ce que ça valait pas plus le coup que je paye quelqu'un? Tu vois? Et c'est vrai que si j'avais réfléchi purement comme ça, j'aurais pu me dire ça et me dire, ouais, bah, c'est vrai, je paye quelqu'un, il me va monter tout. Tu vois, je me prends pas la tête. Sauf que je pars dans l'optique où c'est une expérience, c'est une aventure, et donc c'est un peu différent. Mais c'est pas quelque chose que je referais, tu vois. Je pense que si ça revenait à se repasser, je le referais pas après, parce qu'une expérience, c'est bien une fois que tu l'as vécu, bah c'est bon, quoi. Après, sinon, ça devient un peu pathétique, tu vois. Je suis désolé, mais si tu fais tout le temps la même chose comme ça, euh,
En fait, si t'es un galérien à vie, forcément, je vais être un galérien, hein, vraiment, euh, en mode aventure, mais que c'est tout le temps la même chose et qu'il n'y a pas d'optique, d'expérience de vie, d'apprendre des nouvelles choses et que c'est tout le temps la même chose, je trouve que c'est un peu, ouais, c'est galère, tu vois. Ouais, c'est comme, désolé, mais si après 20 ans, si tu joues encore aux jeux vidéo, franchement, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que ça veut dire que t'as pas eu ce déclic de te dire, mais en fait, parce que qu'est-ce que tu vas chercher dans les jeux vidéo? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les jeux vidéo? Tu vas chercher à sortir d'une réalité, à te créer une autre réalité, à avoir une espèce de stimulation, à avoir d'autres objectifs, le fait d'être stimulé différemment, le fait de vraiment... ouais, c'est ça en fait. Tu recherches une liberté que tu n'as pas dans la vie de tous les jours. C'est ça en fait, que tu recherches dans les jeux vidéo. Et normalement, à partir de tes 17-18 ans, tu es censé avoir un déclic parce que justement, tu commences à avoir une liberté que tu n'avais pas avant. Tu commences à avoir une liberté que tu n'avais pas avant. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. De mes 13 à mes 16-17 ans, ben, j'avais une envie de liberté parce que tu arrives dans l'adolescence et j'ai commencé à jouer beaucoup aux jeux vidéo. J'ai commencé à m'évader là-dedans. Mais à partir de mes 17 ans, même un peu avant, j'ai commencé à lâcher ça, j'ai commencé à aller un peu plus jouer au foot avec mes amis, commencer à m'intéresser aux filles. Et en fait, tu commences à retrouver une liberté, à trouver une liberté que tu cherchais avant, mais que tu ne pouvais pas exploiter parce que tu étais entre le stade d'enfant et le stade d'adulte. Et petit à petit, tu deviens un jeune adulte, et donc normalement, tu n'as plus besoin des jeux vidéo. Et si tu as besoin des jeux vidéo pour devenir épanoui, c'est qu'il y a un problème de prise de conscience ou qu'il y a un problème dans ta vie, dans ton environnement. Je suis désolé de dire ça, moi je suis radical là-dessus, mais pour moi les jeux vidéo, je trouve ça pathétique. Après 20 ans, ou alors ça peut redevenir intéressant justement après 60 ans. Tu vois, c'est vrai, parce que quand tu arrives après 60 ans, que tu es à la retraite, dans une optique de stimulation, une optique de stimulation à la retraite, de stimulation cognitive que tu n'arrives plus à avoir dans la vie de tous les jours, parce que si par exemple tu étais salarié et que du coup tu n'as plus cette stimulation, le jeu vidéo peut te permettre d'avoir cette stimulation cognitive et donc de te maintenir dans une optique de mode de vie équilibré. Hein. Faut pas geeker toute la journée, c'est 1 heure ou 2 par jour, ça reste équilibré, c'est bon. Et ça reste bon pour le mental. Mais par contre, oui, je vois pas l'utilité dans la vie active entre 20 et 60 ans ou même 70 ans, si tu as une vie active, je vois pas trop l'utilité du jeu vidéo. Enfin, je vois plus ça comme quelqu'un qui essaye de s'évader et qui cherche un réconfort sur quelque chose qu'il peut pas avoir dans la vie de tous les jours. Et moi, je serais même plutôt dans l'optique de se dire, mais la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu, il faut réussir à... alors, ça veut pas dire qu'on est dans GTA, qu'il faut buter tout le monde, qu'il faut, il faut faire n'importe quoi, mais c'est plutôt un jeu dans le mode, en fait, il faut se fixer des petits objectifs et il faut réussir à se satisfaire chaque jour. Voilà. Donc quand tu es avec tes amis, que tu rigoles, quand tu as un objectif de santé ou de performance et que tu arrives à l'atteindre petit à petit et que même t'as pas un écran devant toi, si tu n'as pas un écran devant toi qui te met et que t'as pas la manette qui vibre dans les mains pour te mettre des shots de dopamine, des choses comme ça, bah tu es censé te procurer des petits shots de dopamine journaliers avec la réalisation de ce que tu vas faire chaque jour. Voilà, c'est important. Euh, je pense que c'est important, ça pour être heureux. Heureux. Et moi, en fait, c'est ça, je trouve ça, je trouve ça dommage. Après, je dis ça vraiment parce que j'ai déjà eu cette expérience-là. Enfin, j'ai déjà vu les gens qui jouent encore, qui bombardent les jeux vidéo après 18-20 ans, bon, même jusque dans la trentaine, bon, en général, c'est quoi? Ils font le minimum dans la vie de tous les jours et il y a rarement une, comment dire? Ils sont rarement épanouis, quoi. Il y a vraiment un épanouissement personnel. Ou alors ça devient des streamers et ça devient leur métier. Voilà, et dans ce cas-là, on sort de ce cadre-là. C'est comme Orelsan qui a percé, mais son marché, sa marque de fabrique, c'est d'être un loser. Il parle aux losers. C'est le même principe. Il fait des bonnes musiques, etc. Lui, en fait, c'est un bosseur, sauf qu'il s'adresse aux losers. Il s'adresse. C'est ça, hein, c'est-à-dire que il va te dire, moi, il fait des bonnes musiques, etc. Mais des fois, tu écoutes dans ses textes, il va te dire,
ouais, j'arrive pas à faire ça, je suis feignant, je fais ci, je fais ça. Je joue aux jeux vidéo, je me drogue, je fume toute la journée. Et quand tu écoutes ça, en fait, toi, ça te réconforte parce que ça te maintient vers le bas. Ça te dit, ah oui, mais en fait, je suis normal parce que lui fait ça, donc tu t'identifies à lui et donc tu as envie de continuer à écouter. C'est exactement le même principe. Donc, faut plutôt que de rester dans ce. Donc, lui, par contre, lui, c'est un entrepreneur, c'est un bosseur, et même s'il parle comme ça, s'il est comme ça, et qui, justement, il sait très bien qu'il a aucune raison de se vanter sur tout le travail qu'il fait, il a plutôt, il a plutôt tout intérêt à se dire, bah oui, je suis comme vous, en fait, les gars. Et en fait, c'est toi, comme tu t'identifies à lui, bah, tu vas vouloir acheter ses albums, tu vas vouloir l'écouter. Tu vas te dire, ouais, mais c'est cool, en fait, il est comme nous. Il est cool, ce mec de 40 balais qui parle comme nous. Mais c'est le même principe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si tu restes dans les jeux vidéo, tu restes dans un petit confort, un gros confort même. Mais au final, bah, que dès que tu éteins ton écran et que tu, dès que tu éteins ton écran, que tu éteins l'expérience que tu as gagnée les niveaux que tu as gagnés dans ton jeu vidéo, bah, tu te retrouves devant le miroir et t'as rien fait de ta journée, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage. T'as pas construit de famille, t'as pas eu de. Moi aussi, t'as peut-être eu des liens sociaux avec ton micro et ton casque. T'as parlé avec un gars à l'autre bout du monde que t'as jamais vu. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Donc, je trouve ça dommage et je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Voilà. Et après, je pense aussi, pour revenir là-dessus, je pense qu'il faut pas non plus interdire les jeunes de jouer aux jeux vidéo. Je pense que c'est à eux aussi d'avoir cette prise de conscience. Parce que s'ils ne l'ont pas, après, ça peut créer des frustrations. Moi, j'avais des amis, par exemple, euh, ils étaient très limités sur comment dire, sur leur champ d'action, leur liberté. Et ensuite, tu les vois à l'âge adulte. En fait, ils font tout ce que leurs parents leur a interdit. Tu vois, par exemple, bah, j'ai déjà entendu cette histoire-là. C'était un couple de bodybuilders qui mangeaient très carré, tu vois, le classique riz poulet, haricots verts, tous les jours, que des aliments hyper carrés. Après, est-ce que peut-être que le journaliste qui a écrit cet article n'a pas exagéré? Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'après les 18 ans de l'aîné, il a commencé à bouffer que des McDo, des conneries comme ça, et il est devenu obèse. Parce qu'ils sont allés trop loin. Ils l'ont pas laissé explorer le monde. Faut laisser explorer. Faut laisser une certaine ouais, faut laisser profiter aussi l'enfant. Faut lui dire, bah écoute, ça, tu sais, c'est pas terrible. De temps en temps, ça peut le faire. Profite un peu. Tu vois, c'est par exemple, si tu l'interdis de regarder tout le temps la télé, si tu l'interdis de regarder en fait de ce quoi est fait le monde actuel, bah, tu vas créer que des frustrations. Parce que lui, quand il va aller chez son pote, qu'il va voir qu'il a toutes les consoles, il a tous les jouets, etc., et que lui, chez lui, il a un épi de maïs pour jouer avec une poupée, ça va lui faire bizarre. Et au final, il va créer des frustrations. Donc il y a un minimum, en fait, c'est un juste milieu à faire. C'est pas bien non plus de les mettre tout le temps, toute la journée devant l'écran, mais un petit film de temps en temps en famille, c'est autre chose. C'est sympa aussi. Faut savoir aussi créer une culture, faut savoir, c'est important. Mais ouais, durant l'adolescence, c'est ce moment-là où il est censé, fin d'adolescence, censé avoir un déclic. Censé avoir un déclic, et c'est ce que beaucoup ont en général. Et s'il n'y a pas ce déclic-là, ça part mal dans la vie. Et normalement, il y a le déclic avant les 20 ans. Avant les 20 ans, il y a le déclic où la personne, bon après, c'est pas grave si c'est après, mais on est censé se réveiller et se dire, bon, c'est marrant les jeux vidéo, mais j'ai une vie à faire, quoi. Sinon, tu vis dans Matrix, quoi. Tu te mets dans une capsule avec du liquide amniotique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et toi, tu vis dans un jeu vidéo, quoi. C'est un peu triste. Ou dans Inception, tu vis dans un rêve. C'est un peu dommage. Enfin, voilà. Donc, déménagement, ouais, donc ça s'est bien passé. Le propriétaire, enfin ça s'est bien passé, j'ai pas commencé, mais il y a le propriétaire qui est venu là de l'appart. J'avais j'avais accroché des trucs au mur. Je les ai bien tous enlevés. J'ai acheté de l'enduit, j'ai tout bouché pour quand il arrive. Il a rien vu. J'ai fait ça comme un pro. Donc impeccable. Peut-être qu'il a vu, mais bon, il m'a rien dit. Et puis, de toute façon, il se souvenait de rien, il savait même plus que c'était pas un meublé. Ça me tue, c'est les mecs qui achètent plein d'appart. Ils en ont tellement, ils savent même plus ce qu'ils ont. Le mec, il arrive, il me dit qu'est-ce qu'il y a à toi ici déjà?
Il dit, mais tout est à moi. Tout est à moi. Tout ce qui est à toi, c'est juste la clim et les deux meubles dans la cuisine. Et le frigo, c'est tout. Sinon, tout est à moi. Oui, la machine à laver aussi, c'est à toi. Sinon, il y a tout qui est à moi. Et en fait, limite, tu sais, je pourrais lui dire non, tout est à moi. Le frigo aussi, je le prends. Non, je suis pas comme ça, mais limite, le gars se souvient, se souvient de rien. Donc voilà, bon, ouais, c'est assez marrant. Mais bon, c'est vraiment, tu sais, le cliché loup de Wall Street, t'as les mecs qui arrivent. Je crois qu'il veut revendre à des gens qui veulent faire du court terme, du Airbnb. Ils veulent tous faire ça. Ça nique les villes quand même, ce truc, hein. Les Airbnb, court terme. Déjà, dans mon immeuble, il y a 5 Airbnb, enfin, dans mon patio. Sur une dizaine d'appartements, t'imagines, t'as déjà la moitié qui sont Airbnb. Bah, t'imagines bien que quand t'as un étudiant ou même quelqu'un qui travaille dans la ville qui veut se loger, bah, il a plus de logement, il a plus d'offres en fait. Il y a trop de demandes, il n'y a plus assez d'offres. Parce que tout le monde veut faire de la maille à fond sur Airbnb parce que t'as une rentabilité à 20%. Et donc ils sont tous là à fond. Airbnb, Airbnb. Et puis en plus tu peux automatiser le business si tu le fais bien. Donc bah, ils s'emmerdent pas quoi. Ils s'emmerdent pas. Bon, après il m'a dit, bon, j'ai de la chance de t'avoir eu comme, comme locataire, parce que le précédent était vraiment dégueulasse. Quand je suis arrivé, moi, dans cet appartement, c'était vraiment dégueulasse. Ils avaient nettoyé avant, faut se dire. Mais là, dans la cuisine, ça collait. Le gars, je sais pas comment il cuisinait, mais ça, il devait cuisiner hyper gras. Il devait faire de la friture tous les jours. Tout collait. Au bout d'un an aussi, j'ai tiré la machine à laver. Elle était noire. J'ai nettoyé toute la machine à laver. Euh, oui, parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter une anecdote. J'ai trouvé un cafard un jour. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé, c'est lui, il m'a trouvé. Il était vivant, hein. Alors, faut savoir que les cafards à Séville, c'est différent des cafards en France. Avoir un cafard chez toi en Espagne, c'est pas signe que t'es sale. C'est signe, en fait, il fait 50 degrés dans la rue et ils adorent la chaleur en été. Et donc, ils prolifèrent à fond. Ils se reproduisent, ils se reproduisent. Et tu peux avoir un cafard de temps en temps qui passe chez toi. Ça veut pas dire que t'as une colonie. Bien que moi, j'ai pété un câble quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Je lui ai fait une guerre. Je suis allé acheter les trucs là pour tuer les cafards, le piège. J'ai acheté une bombe aussi. Et donc, bon, j'ai essayé de lui faire sa fête. J'ai pas réussi. Il s'est barré. Je sais pas où il est passé. Bref, j'ai mis les pièges et j'en ai plus jamais revu après. Et ça m'avait un peu traumatisé, donc j'avais tiré le frigo pour vérifier s'il n'y avait pas un nid en dessous. J'avais mis les pièges, j'ai tiré la machine à laver, et en tirant la machine à laver, je me suis rendu compte que c'était dégueulasse en dessous. Et en fait, le propriétaire, il avait jamais fait nettoyer en dessous. En fait, il avait laissé comme l'avait laissé le locataire. Donc j'ai dû tout nettoyer. Putain, j'étais en sueur, il faisait chaud. Et franchement, franchement, je lui rends l'appart, mais nickel. Moi, le locataire, je suis une pépite, hein. Franchement, je me jette des fleurs, mais nickel quoi. Je suis le ménage régulier, je suis bien rangé. Bon après j'avoue ça doit faire peur quand t'arrives et que tu vois une salle de sport. T'arrives, première chose que tu vois c'est une salle de sport. Il y a pas de salon, pas de télé. Le mec est un peu taré. Et en fait, il me présente, il me dit oui Yann, parce qu'il présente à l'acheteur, il dit oui non Yann est influenceur sur Instagram. Tu sais, il essaye de vendre son truc en mode oui ne t'inquiète pas il est pas fou, il est pas fou, il a pas juste une salle chez lui, il pend des gens sur sa cage à squat. Ah, voilà, bon bref, je tourne en rond dans ce podcast. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a été utile ou t'a fait réfléchir, pense à me le dire. Donc tu peux m'envoyer un petit message, hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, un ancien client la semaine dernière. Donc coucou à toi. Euh, Tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous plaît. J'ai l'impression que ce podcast était un peu plus déstructuré. Peut-être que j'étais un peu moins concentré. Mais j'ai quand même balancé des bonnes infos. J'espère que ça va t'aider. Oublie pas de rester focus sur tes projets. Reste pas dans les plaisirs trop court terme. Ça, c'est pas ça qui va te conduire au bonheur. Et si t'es un homme, les hommes, on pense pas de la même façon que les femmes. Si t'es un homme, arrête de penser au plaisir court terme, surtout si t'es un homme. Et concentre-toi sur la satisfaction de la fin de journée. Arrête de, arrête de te branler, c'est ça que je voulais te dire. Laisse une note ou un avis, partage-le à un proche, ce petit podcast. Pareil, si peu importe qui m'écoute, j'aimerais bien te dire une chose, c'est que même si tu écoutes des informations pertinentes dans ce podcast et que tu les retiens parfaitement,
Tu ne l'expliqueras jamais aussi bien que quelqu'un pour qui c'est le métier. Et même si tu l'expliques super bien, la personne qui va t'écouter, si c'est un proche, il va pas te prendre au sérieux. Parce que pour lui, t'es son pote, ou t'es son fils, ou t'es son parent, enfin tu vois. Et dès qu'il y a un lien proche avec la personne, il ne va pas t'écouter aussi bien que si c'était un inconnu ou quelqu'un qui a la légitimité de l'avoir à ses yeux. Donc le mieux, ça serait que tu partages ce podcast en story. Tu peux même m'identifier. Tu m'identifies, comme ça je le vois, je peux te remercier, je peux même repartager. Et puis voilà. N'oublie pas aussi, récupère ton petit programme gratuit, hein. C'est pas réinitialise ton corps, pourquoi c'est écrit ça? Non, c'est la routine journalière pour seniors. Donc là, tu as juste à souscrire. Tu as juste à t'inscrire. Après, tu auras accès à. Alors, c'est l'accès, l'inscription est gratuite et disponible que jusqu'au 31 mai. Mais une fois que tu es inscrite ou inscrit, ça sera disponible à vie. C'est une fois que tu es inscrit, c'est disponible. Sauf si je décide de l'enlever. De toute façon, c'est gratuit, je fais ce que je veux. Donc, non, mais normalement, je vais la laisser à vie. Mais donc voilà, donc, jusqu'au 31 mai, la routine pour seniors, elle est disponible. Donc, va checker ça dans la bio, soit dans ma bio Instagram, soit je vais mettre dans la description là, le petit, euh, le petit lien. Allez, je te souhaite un bon week-end si tu écoutes ça ce week-end. Une bonne journée si tu écoutes ça de bon matin en marchant. Et puis une bonne nuit si je te sers de calmant, de Xanax. Allez, ciao, à plus tard.